Alors, je voudrais juste commencer par dire un mot de l'honneur qui est pour moi d'être ici. Merci aux collègues de m'avoir convié à y participer. Alors, comme beaucoup, c'est un compagnon depuis très longtemps, depuis le début de mon cursus universitaire. Et puis, ce n'était pas qu'un nom commun, c'était une personne derrière. Et j'avais eu la chance d'avoir dans mon jury de thèse le professeur Marcel Morabito, qui j'espère en a gardé plutôt un bon souvenir. Alors aujourd'hui, j'ai annoncé, je vais me faire un tout petit peu critique, dans le sens où je vais essayer d'ouvrir le débat, sans pour autant prétendre à apporter une réponse définitive. Je me suis intéressé sur la tradition parlementaire. Donc c'est le numéro 274, paragraphe 274, page 250-258. C'est quel numéro? 274. Il y a le trombone, c'est bon. À propos de la Constitution de 1848, la Deuxième République. Alors cela m'a conduit à revenir sur la notion de responsabilité politique dans le deuxième quart du 19e siècle, et puis ça m'a amené à voir les liens réels, fictifs, entre la monarchie parlementaire, dite parlementaire, la monarchie de Juillet, et la Deuxième République. Donc je me suis posé la question, quelle est cette tradition? Et surtout, est-ce qu'elle est parlementaire? Écrire l'histoire constitutionnelle ne suppose pas de fixer définitivement cette histoire, ça ouvre la discussion. Et comme il y a d'anciens membres d'un jury d'agrégation devant moi, on m'a dit 30 minutes, moi j'avais prévu 30 minutes, top chrono, et plan de partie, de sous-partie, je vais peut-être un petit peu alléger. Il n'y a pas de problème. Ouais, je commence tout de suite avec la notion de responsabilité que je vais aborder en préambule. La notion de responsabilité, elle est omniprésente dans les régimes modernes, ne serait-ce que par le cadre représentatif. La responsabilité des acteurs politiques, elle peut prendre plusieurs voies, juridiques, institutionnelles, que ce soit gouverner, gouvernant, entre institutions politiques. Cette première approche laisse à montrer qu'on peut affirmer que la responsabilité politique n'est pas le propre d'un type de régime par rapport à un autre. Néanmoins, cette responsabilité, elle a trouvé une voie d'épanouissement avec le parlementarisme en France au XIXe siècle. Peut-être un petit mot sur le parlementarisme pour essayer de circonscrire la présentation. Le parlementarisme peut être présenté comme le système dans lequel la volonté directrice de l'État est formée principalement par le Parlement, à savoir un organe collégial, élu, au moins partiellement, et qui rend librement ses décisions à la majorité. Le modèle, c'est le modèle anglais qui a vu naître le parlementarisme, et dans ce modèle, le Parlement ou les institutions parlementaires occupent, exercent une part essentielle de la fonction législative, mais se voit également reconnue la légitimité de contrôler les actes et les politiques mises en place par l'exécutif. Donc le parlementarisme implique des relations exécutives-législatives séparées, sans pour autant une relation de subordination. Le parlementarisme invite donc les ministres à rendre des comptes devant le Parlement. C'est ce qu'écrivait René Capiton, le gouvernement gouverne, le Parlement contrôle. Mais quelle force donner à ce contrôle? Le jeu institutionnel peut laisser apparaître des moyens de pression. Ces moyens peuvent être complétés par des dispositifs juridiques, parfois même d'engager la responsabilité des ministres, responsabilité civile, responsabilité pénale. Mais il y a une responsabilité qui est un petit peu particulière, c'est la responsabilité ministérielle de nature politique qui repose, elle, sur le simple désaccord quant à la politique à mener. Et c'est
cette responsabilité politique qui est communément admise comme le critère essentiel du régime parlementaire. Si cette responsabilité politique des ministres existe, dès lors, une défiance du Parlement suffit à provoquer le retrait nécessaire et solidaire de l'entité ministérielle. Sauf que ce fonctionnement parlementaire n'arrive pas à maturité en Angleterre avant 1830. C'est ce qui est indiqué dans le manuel, hein, dont la journée d'études est consacrée. Numéro 194, comme ça tout le monde pourra bien retrouver. Il est donc exclu de parler pour 1814 d'attraction du modèle parlementaire anglais, la pièce essentielle manquant à l'édifice, c'est-à-dire la responsabilité politique collective et solidaire des ministres. Donc ce modèle n'a pas pu être importé avec la Restauration. Mais a-t-il pu être importé en 1830? En fonction de la réponse, cela inviterait à s'interroger sur la tradition qui va imprégner ensuite la République de 1848. Donc on va s'intéresser tout d'abord sur la nature de cette tradition. Pour ne pas ouvrir tout de suite le débat, nous la qualifierons de tradition juilletiste, et ensuite nous verrons la réception au cœur de la Nouvelle République. Pour la première partie, la nature ambivalente de cette tradition juillettiste. Ce qui fait aucun doute, c'est que la monarchie de Juillet met en œuvre un parlementarisme, puisque les chambres ne sont pas simplement des chambres d'enregistrement, elles exercent bien un droit de regard sur l'action des ministres dans le cadre de leur fonction. Donc des moyens de pression existent. Certains sont issus de la pratique de la Restauration, d'autres sont créés pendant la monarchie de Juillet, mais quelle que soit leur ancienneté, ces moyens de pression dépassent-ils toutes les limites observées avant les Trois Glorieuses? Première sous-partie, j'ai quelques séquelles. Hein. Ouais, non, mais il faut vous en débarrasser. Merci. L'insuffisance des méthodes de contrôle de l'action gouvernementale. J'ai bien conscience que rien qu'avec l'intitulé, il y a des questions qui apparaissent. La responsabilité ministérielle constatée pendant la monarchie de Juillet, est-ce qu'elle est suffisante pour qualifier le régime parlementaire? Se poser la question peut apparaître incongru, puisque depuis la première année du parcours universitaire d'un juriste, on nous apprend que la monarchie de Juillet est le modèle du régime parlementaire, en tout cas celui qui l'aurait constitué. Et dans le manuel, il est bien indiqué que la charte de 1830 constitue au parlementarisme de fait, qui existait pendant la Restauration, un parlementarisme de principe. Pourtant, la charte n'a pas changé dans sa rédaction. J'ai mis l'article 12 de la charte de 1830, qui est dans le titre « Forme du gouvernement du roi ». Les ministres du roi sont responsables, au roi seul appartient la puissance exécutive. Si on aborde ce texte dans une perception purement littérale, il apparaît que s'il y a une responsabilité, c'est devant le roi et uniquement devant le roi. Ce sont les ministres du roi et non pas la puissance exécutive. Existe-t-il une responsabilité des ministres vis-à-vis du Parlement? Elle existe, elle est définie, c'est l'article 45 sur la responsabilité pénale. Et puis il y avait l'article 69 qui renvoyait une loi future, mais cette loi restera lettre morte. C'est là que mon prisme ressurgit, le droit parlementaire, la pratique des assemblées peut permettre d'apporter quelques éclairages, parfois même corriger la lettre de la Constitution par rapport à sa compréhension. Et j'ai voulu retenir qu'un seul exemple, c'est, j'aurais pu prendre chaque technique, hein, mais celle que j'ai choisie, c'est le droit d'interpellation. Ce droit d'interpellation permet d'exprimer un blâme au ministère.
Mais cette technique, elle a plusieurs faiblesses, même si elle apparaît, elle se développe, elle a quelques-uns de ses caractères définitifs. Mais il y a deux freins. Premier frein, c'est que ce droit d'interpellation est encore un droit collectif. Donc il y a un contrôle de la Chambre. Et le deuxième frein, c'est que les ministres ne sont pas contraints d'apporter des réponses. Autrement dit, dès lors qu'il y a une question qui est susceptible de mettre en péril le ministère ou de le fragiliser, ce sujet n'arrive pas jusqu'au débat et à la délibération. C'est ce qui explique, c'est cohérent, hein, qu'il n'y a aucune interpellation qui n'ait abouti à la mise en jeu de la responsabilité politique des ministres pendant toute la monarchie de Juillet. Et Odilon Barrot, on est le 23 février 1848, la veille de la Révolution, d'une nouvelle révolution. Il fait une interpellation. L'ordre du jour qui est voté, certes, n'est pas sévère, mais ce n'est pas un ordre du jour de soutien. Et pourtant, ça ne suffit pas à renverser le ministère Guizot. C'est parce qu'il y a cette faiblesse-là que Odilon Barrot, le lendemain, décide d'engager la responsabilité pénale. À travers cet exemple, je voulais montrer que les méthodes pour engager la responsabilité politique, ça pourrait être pareil pour la question de confiance, etc., ne permettent pas de contraindre à la démission. Et c'est là où la responsabilité politique est biaisée. Ce sont les ministres qui interprètent volontairement si ils peuvent se maintenir ou non. Il n'y a donc pas d'obligation strictement juridique. Ces techniques, de manière plus générale, peuvent amener à douter de l'existence du régime parlementaire s'il manque le critère essentiel. Et Duvergier de Oran, en 1838, arrivait à peu près au résultat que le régime représentatif n'était toujours pas arrivé à maturité. Si les techniques, dans la pratique, ne permettent pas de confirmer le régime parlementaire dans son existence, est-ce que la doctrine le peut? Ça va être mon deuxième point. Ah oui, j'ai beaucoup raccourci parce qu'on n'est pas à l'agrégation. Voilà, on met ici. Pendant la Restauration, la responsabilité politique des ministres était, en tout cas on pouvait la considérer comme plutôt une doctrine d'opposition. C'est plutôt l'opposition qui l'avançait. Elle n'était pas pleinement partagée. Et ces doutes présents pendant la Restauration, on les retrouve pendant la monarchie de Juillet. Et le vocabulaire est assez révélateur, puisqu'on parle très souvent de responsabilité morale, de responsabilité générale, pour évoquer l'hypothétique responsabilité politique des ministres. Et c'est dans le manuel, ce vocabulaire qui est repris pendant l'adresse de 1839 se retrouve, je me permets, étrangement dans la partie sur la Deuxième République et non pas pendant la monarchie de Juillet. Peut-être pour expliquer que cette tradition parlementaire, en fait c'est ça, c'est que j'ai senti peut-être qu'il y avait un doute et j'ai essayé de reconstruire, peut-être à tort. Cette responsabilité, elle reste essentiellement morale. On n'est pas arrivé à établir en France encore une ministerial responsibility comme en Angleterre. Quand elle est engagée, cette responsabilité en Angleterre, la sanction, c'est la démission. Alors, que ce soit Beria Saint-Prix, même Pellegrino Rossi, perçoivent la mécanique de la responsabilité politique, mais ils n'expriment soit jamais le principe clairement, soit toutes les conséquences. Duvergier de Oran, qui est pourtant un fervent défenseur du fonctionnement parlementaire, arrive à la conclusion que cette responsabilité politique est avant tout abstraite, ou en tout cas demeure morale. Et j'ai mis une citation d'un parlementaire qui montre de manière un peu imagée
finalement la situation dans laquelle était le ministère. Nous avons un étrange ministère, on le met tous les jours par la porte de la Chambre, honteux, battu. Le lendemain, on ratisse les allées et il n'y paraît plus. Autrement dit, la mécanique de la responsabilité politique n'apporte pas toutes les conséquences. Alors, la difficulté qui se pose, c'est que nos acteurs politiques se font aussi théoriciens de ce fonctionnement parlementaire. Là aussi, je vais contenter de 2 exemples. Adolphe Thiers. Adolphe Thiers qui est un artisan, un partisan du fonctionnement parlementaire. Mais quand il est nommé président du Conseil, il a un fonctionnement qui ne correspond pas, il n'assoit pas son ministère sur une majorité fixe. Ça pourrait nous rappeler des choses aujourd'hui. Il essaye de rechercher sur chaque texte une majorité différente. Guizot, de la même façon, illustre une forme de résistance au développement du régime parlementaire. Par exemple, en mars 1837, un texte important est refusé par la Chambre des députés. Le désaveu est manifeste, les débats le démontrent, et pourtant, le ministère se maintient, alors au motif de l'insignifiance de la majorité parlementaire défavorable. On voit tout à fait le respect à l'expression parlementaire. Alors, comment expliquer qu'un ministère mis en minorité se maintienne? C'est l'implication du roi. Louis-Philippe use de son droit pour maintenir un ministère ou éventuellement pour le contraindre à la démission. Et la théorie développée par Thiers, le roi règne mais ne gouverne pas, demeure essentiellement théorique. Et je crois que c'est une phrase qui est assez révélatrice, qui aurait été prononcée par Louis-Philippe, mais je ne l'ai retrouvée que dans le Turangeau d'Angers, et qui après a été continuellement citée. Un ministère est un relais de poste. Autrement dit, on change de cheval quand ils sont fatigués. Là aussi, le respect des institutions pourrait être commenté. Donc, qu'a-t-on pendant la monarchie constitutionnelle? Il y a un jeu des poussoirs constitutionnels, selon la formule prêtée à Guizot. Il y a des jeux d'influence, des jeux de pression, mais on n'a pas la mécanique constitutionnelle jusqu'au bout. Alors, j'irai pas jusqu'à soutenir les propos qui me paraissent excessifs de Cormenin. La responsabilité constitutionnelle est une fiction qui a été inventée pour la commodité, le plaisir et l'agrément des ministres. Je pense qu'on peut en douter. Alors, est-ce qu'il y a véritablement un régime parlementaire entre 1830 et 1848? Je pense qu'il ne nous revient pas ici de trancher le débat. Ce qui est certain, c'est qu'il y a bien un laboratoire de ce régime parlementaire. Alors, si tradition il y a, elle est parlementaire dans le sens où elle concerne au premier rang le Parlement. Elle est parlementaire parce qu'elle concerne la pratique de l'institution parlementaire, même dans son fonctionnement interne. Peut-être ne serait-elle sous l'angle juridique que parlementariste, c'est-à-dire qu'il y a bien ce droit de regard, de pression du Parlement sur l'exécutif, mais pas l'ensemble des mécaniques juridiques. Et qualifier de parlementariste cette tradition permet peut-être d'expliquer pourquoi cette tradition ne trouve pas de blocage avec le changement de régime en 1848, puisque la rupture constitutionnelle ne met pas un terme à cette tradition. Ça va être l'objet de la deuxième partie. Pour commencer, l'aphorisme du doyen Vedel, il n'y a pas de révolution absolue. Toute révolution est à la fois une rupture avec la tradition et une utilisation de cette tradition. Et 1848 offre une illustration avec la tradition juillettiste qui réapparaît très vite au sein de la Constituante et qui va se prolonger même après le vote de la Constitution de 1848, qui prévoit quand même une spécialisation des fonctions étatiques. Ces pratiques, cette tradition, vont se consolider. Et là, je me servirai de Paul Bastide
Paul Bastide, alors, sa présentation, elle peut être discutable, mais elle a l'intérêt de décloisonner les régimes. Il parle de détails et de principes du régime parlementaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir le principe, comme pendant la monarchie de Juillet, mais pas les détails, la mécanique. Mais en 1848, c'est à peu près l'inverse. On a les détails, les mécaniques, et chose peut-être encore plus intéressante, on a les mécaniques avec tous les effets. Et les débuts de la Constituante ne sont peut-être pas les plus révélateurs, puisque avec la commission exécutive, on a une véritable dépendance de cette commission vis-à-vis de la Constituante. Mais à partir du moment où on a un Conseil des ministres, apparaît bien l'idée qu'il y a cette relation, cette tradition qui est née de la période de la monarchie de Juillet. Et à nouveau, le droit parlementaire, et en particulier, je reprends le même exemple, le droit d'interpellation, permet de montrer que pour la première fois dans toute l'histoire politique et parlementaire, le droit d'interpellation produit tous ses effets. Une interpellation au mois d'octobre va impliquer de manière nécessaire la démission des ministres impliqués. Donc, je suis on ne peut plus d'accord avec l'affirmation qu'on trouve dans le manuel. Il semble en effet qu'on puisse admettre l'existence d'une responsabilité politique des ministres pour la Deuxième République. Effectivement, le droit parlementaire vient confirmer. Et cette constatation du droit parlementaire, elle ne va pas trouver un obstacle avec la Constitution de 1848, puisque la Constitution de 1848 va se révéler relativement permissive vis-à-vis de cette tradition. On aurait pu penser que, par exemple, le rejet de l'amendement Grévy conduise à rejeter, à abandonner complètement cette tradition juillettiste. Pas du tout. La Constitution, elle est rédigée de telle manière qu'elle laisse la place à cette tradition. D'ailleurs, il est indiqué qu'il y a un Conseil des ministres à l'article 64, et c'est Tocqueville, lors des débats, qui essaye d'expliquer quel est l'esprit qui a guidé à la création de cette institution, de ce Conseil des ministres. Je vous l'ai mis, c'est surtout par l'institution d'un Conseil des ministres responsable. Il n'est pas indiqué dans la Constitution que le Conseil des ministres est responsable, mais dans l'explication, que l'Assemblée exerce sur les actes journaliers du pouvoir exécutif un contrôle sérieux. À côté du président, on a placé un Conseil des ministres également responsable, en lui imposant des ministres. L'Assemblée tient ainsi par sa propre responsabilité, celle du président, et par celle des ministres. C'est bien que la compréhension a été de maintenir cette tradition qui avait été développée. Il y a dans la Constitution la possibilité offerte d'une responsabilité collective qui est dissociée de la responsabilité du chef de l'État. Dans le cadre de la Deuxième République, le ministère se trouve donc en étau entre un président qui nomme et qui révoque les ministres, et une Assemblée nationale qui les maintient ou non en vertu de la responsabilité politique. Et on retrouve un schéma assez proche de la monarchie de Juillet. Et dans le manuel, c'est le même paragraphe, il y avait l'évocation de Odilon Barrot: l'Assemblée briserait le ministère, le président, usant de son droit constitutionnel, le destituerait. Il y a bien une différence de situation, et c'est bien mis en valeur. Mais cette différence de situation, je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce n'est pas la perception de Odilon Barrot, encore marquée par une simple tradition, ou est-ce que c'est représentatif de la réalité juridique? L'interpellation produit ses effets avec la Deuxième République. Mais mieux encore, avec l'Assemblée nationale législative. Pour la première fois, le droit d'interpellation est inséré, consacré formellement dans le règlement intérieur. Donc ce n'est pas simplement l'Assemblée briserait, elle engagerait bien, formellement, la responsabilité politique des ministres. Donc,
la tradition, elle existe bien, et elle imprègne même la perception des contemporains. Rémusat, de la même façon, vient confirmer que le fonctionnement du gouvernement était à peu près parlementaire. Toutes les précautions à peu près parlementaires. Donc, cette tradition, elle existe, elle se maintient, et peut-être plus, elle change de nature, parce que c'est plus tout à fait une tradition, puisqu'elle est inscrite pour partie dans le règlement intérieur. Autre citation de Cormenin, qui se fait toujours très critique vis-à-vis de son bébé, qui est la Constitution de 1848. Les meneurs de la Chambre actuelle ont complaisamment interprété dans le sens de la gouvernementocratie parlementaire, on voit aussi le vocabulaire, les questions douteuses de pouvoir. Et mon intention a été surtout de montrer que dans un manuel, il est difficile de faire entrer tous les champs, mais le droit parlementaire parfois permet d'avoir un autre éclairage, même si les conclusions, ou en tout cas les éléments que j'ai apportés, ne peuvent que ouvrir à la discussion et rien de plus. Merci.